Bienvenue dans notre voyage extraterrestre à travers l'histoire de la Terre, où nous reconstituons à quoi la Terre préhistorique aurait pu ressembler au fil des millions et milliards d'années. Pour ceux qui nous rejoignent, voici le principe. Imaginez que des scientifiques extraterrestres visitent la Terre à différents moments de son développement. Que voient-ils? Dans la première partie, nos voyageurs extraterrestres ont parcouru une grande partie de l'histoire de la Terre, 4,2 milliards d'années. Ils ont assisté à la formation de la planète, une masse chaude, fondue et tourbillonnante, son refroidissement progressif, l'émergence des premiers organismes et l'événement de la grande oxydation qui a donné à la Terre son atmosphère moderne. Ils sont passés par la période cambrienne pour assister à une explosion de diversité d'espèces sur notre planète et ont atterri à l'époque dévonienne, il y a environ 350 millions d'années. Dans la deuxième partie, nos scientifiques extraterrestres sont revenus pour examiner plus en détail certains des animaux qui parcouraient alors la Terre tropicale, il y a environ 150 millions d'années. Le Supersaurus leur a fait peur, tandis que le petit Taeniolabis poilu a attiré leur attention avec son comportement joueur et social, et que l'Archéoptérix tournait au-dessus de leur tête. Aujourd'hui, ils reviennent sur Terre, quelques 84 millions d'années plus tard, totalement inconscients des changements qui se sont produits sur cette planète désormais radicalement différente. Je suis Alarion et vous regardez Astronomia. Rejoignez-moi aujourd'hui pour explorer l'un des événements les plus célèbres de l'histoire de la Terre, l'extinction des dinosaures. Nous examinerons les deux principales théories expliquant cette extinction massive et l'impact qu'elle a eu sur les animaux présents à cette époque. Au cours des dizaines de millions d'années précédentes, chaque fois que nos amis extraterrestres survolèrent la Terre, ils voyaient un monde luxuriant et verdoyant, dirigé par des créatures telles que le cératosaure, le barosaure et l'éoraptor. Imaginons que nos explorateurs extraterrestres décident de descendre et de prélever des échantillons de ce monde incroyable un certain jour, il y a 66 millions d'années. Mais d'abord, ils doivent faire un arrêt. Ils manquent d'hélium-3 et passent par Jupiter pour faire le plein. Sans cette source d'énergie, leur vaisseau ne pourrait pas redécoller une fois sur Terre. Ils se promettent de revenir le lendemain. Quand ils reviennent le lendemain, ils vérifient leur GPS ou leur système de positionnement galactique. Ils doivent avoir fait une erreur. Il est impossible que la boule de feu couverte de suie qu'ils regardent soit la même planète florissante qu'ils ont survolée la veille. Nos amis extraterrestres sont stupéfaits. Qu'a-t-il bien pu se passer pour provoquer une telle dévastation? La Terre sur laquelle ils reviennent est couverte d'incendies ravageurs, de tsunamis atteignant 1 kilomètre de hauteur et d'une mort immense et inévitable. Une nouvelle réalité s'est installée, une réalité qui consumera la planète pour les prochaines décennies. Pour savoir ce qui s'est passé, avançons dans le temps pour voir ce que nos scientifiques humains ont à dire sur la question. Dans les années 1980, deux scientifiques humains ont fait une découverte majeure. Ils ont détecté la présence d'un élément chimique appelé iridium dans les couches géologiques, exactement à l'époque où les dinosaures ont disparu des archives fossiles, également connues sous le nom de frontière Crétacé-Paléogène ou limite KPG. Non seulement cela, mais cet anneau d'iridium spécifique a été trouvé de manière cohérente à la limite KPG dans des échantillons prélevés partout dans le monde. Il semblait que quelque chose avait déposé une immense quantité d'iridium sur la croûte terrestre au même moment où les dinosaures ont disparu. La chose curieuse est que l'iridium est généralement assez rare sur Terre, et ces couches rocheuses à la limite KPG contenaient 200 fois plus d'iridium que ce que nous trouverions normalement. Devinez où l'iridium est abondant? Dans les astéroïdes. Mais si un astéroïde aussi catastrophiquement grand s'était écrasé sur Terre, il laisserait derrière lui un cratère difficile à manquer. Eh bien, quelques années plus tard, les scientifiques ont trouvé ce cratère. Aujourd'hui connu sous le nom de cratère de Chicxulub, il se trouve au large de la péninsule du Yucatan au Mexique et s'étend sur 200 km de diamètre. Après quelques tests, les chercheurs ont confirmé que le cratère datait d'environ 66 millions d'années, ce qui le situait exactement à la limite KPG et coïncidait avec la disparition des dinosaures dans les archives fossiles. Un autre élément clé qui soutient la théorie de l'astéroïde est quelque chose appelé les tectites. Elles ont été trouvées en abondance à plusieurs endroits, avec l'une des découvertes les plus stupéfiantes provenant du Dakota du Nord, aux États-Unis.
Les chercheurs y ont découvert une fosse commune fossilisée, contenant des poissons, des troncs d'arbres brûlés, des branches de conifères, des mammifères, des os de mosasaures, des insectes, et la carcasse partielle d'un tricératops, tous figés dans le temps ensemble à la limite KPG. Les scientifiques n'avaient jamais vu une telle collection d'organismes aussi divers, à des stades de vie différents, mourir tous au même moment. Et parmi tous ces fossiles, se trouvaient d'innombrables tectites et microtectites. La théorie principale est qu'elles sont en réalité des morceaux de croûte terrestre fondus, projetés dans le ciel lors de l'impact. Haut dans l'atmosphère, elles se sont refroidies en verre naturel, avant de retomber sur Terre sous forme de pluie de verre à des vitesses de 160 à 300 km/h. Et rappelez-vous, le Dakota du Nord est situé à 3000 km du lieu de l'impact. Rassemblons ces preuves pour donner à nos voyageurs extraterrestres un tableau de ce qui aurait pu arriver à la Terre pendant qu'ils faisaient le plein de carburant. Alors que nos explorateurs extraterrestres tournèrent le dos à la Terre, ils auraient pu remarquer un astéroïde accélérant vers la planète, devenant de plus en plus lumineux et grand dans le noir de l'espace. Large de 10 à 15 km et se déplaçant à 72 000 km/h, il entre en collision juste au large de la péninsule du Yucatan, dans ce qui est aujourd'hui le Mexique. Cela libère une quantité d'énergie insensée en une seule fois, l'équivalent de la détonation de milliards de bombes nucléaires en même temps. C'était un séisme ressenti dans le monde entier. Il est impossible que cela soit passé inaperçu, même par les animaux de l'autre côté de la planète, dans l'actuelle Indonésie. Au site de l'impact, les radiations thermiques brûlent tout dans un rayon de 1500 km. La force de l'impact fait fondre la croûte terrestre, qui éclabousse comme de l'eau après la chute d'un caillou, laissant derrière elle un cratère monstrueux de 25 km de profondeur et 100 km de large. Cela déclenche une réaction en chaîne de vagues gigantesques, de plusieurs centaines de mètres de haut, alors que l'océan est repoussé par la force immense de l'impact. Pendant ce temps, des billions de tonnes de débris, environ 60 fois la masse de l'astéroïde, sont projetés dans l'atmosphère. Une partie de ces débris sont des morceaux de croûte terrestre fondue qui, en haute atmosphère, se regroupent pour former des tectites. Et, inévitablement, ce qui monte doit redescendre. Pendant environ 15 minutes après l'impact initial, la Terre est couverte par une pluie torrentielle de feu. Les débris qui tombent sont chauffés à des centaines de degrés Celsius en traversant l'atmosphère, mettant le monde en flammes et brûlant 70% des forêts. Le matériel vaporisé qui ne retombe pas sous forme de débris, comme la poussière de silicate provenant des roches, reste en suspension dans l'atmosphère, accompagné de quantités incroyables de suie et de dioxyde de carbone provenant des incendies. Si vous soupirez de soulagement pour nos amis dinosaures indonésiens de l'autre côté de la planète, ne vous réjouissez pas trop vite. Comme pour la plupart des catastrophes, ce n'est jamais l'impact lui-même qui cause la plus grande dévastation, mais bien ses conséquences. L'accumulation de gaz et de particules de débris dans l'atmosphère bloque la lumière du Soleil, plongeant la planète dans un hiver d'impact qui durera au moins 15 ans. Sans Soleil, les plantes ne peuvent plus effectuer de photosynthèse, et les chaînes alimentaires terrestres et marines s'effondrent. La Terre devient une version totalement apocalyptique de sa gloire passée. Pas étonnant que nos voyageurs extraterrestres aient dû vérifier leur GPS. L'impact sur les animaux aurait été dévastateur. 75% de toutes les espèces sont définitivement exterminées, faisant de cette extinction de masse l'une des plus importantes de l'histoire de la Terre, deuxième seulement après l'extinction permienne. Tous les animaux qui existent aujourd'hui sur Terre sont des descendants des survivants de cet apocalypse. D'autres n'ont pas eu cette chance. Être grand est un désavantage lors d'une apocalypse. Cela nécessite beaucoup de nourriture, d'espace et de ressources. Tous les dinosaures terrestres et marins ont énormément souffert et ont fini par disparaître. Une petite fraction des dinosaures aviaires a eu plus de chance et a réussi à passer à travers le goulot d'étranglement de l'évolution pour entrer dans la période paléogène. Ils parcourent encore la Terre aujourd'hui sous forme de leurs descendants directs, les oiseaux. Quand nous pensons aux oiseaux, nous pensons au bec. Mais à l'époque du Crétacé, les oiseaux existaient sous toutes sortes de formes merveilleuses que nous n'avons jamais vues de nos propres yeux. Certains avaient des becs, d'autres non. Certains avaient des dents, d'autres non.
Bien qu'il serait imprudent d'attribuer la survie d'une lignée entière à un seul trait, il semble bien que si vous étiez un oiseau il y a 66 millions d'années, avoir un bec augmentait vos chances de survie. On pense que les oiseaux avec un bec avaient un avantage, car ils pouvaient déterrer des graines du sol, alors que les autres sources de nourriture étaient indisponibles. Vers la fin du Crétacé, les oiseaux à bec mangeaient déjà une alimentation plus variée que leurs cousins sans bec. Cela leur aurait donné un avantage immense lorsque les rations étaient rares. Après tout, être difficile lors d'une apocalypse n'est vraiment pas une bonne idée. Avoir suffisamment de force dans le gésier pour écraser des fruits et des graines coriaces, ainsi qu'assez d'endurance pour parcourir de grandes distances pour chercher de la nourriture, a également contribué à leur survie. Certaines espèces de mammifères ont également réussi à survivre. On pense que seuls les mammifères mesurant moins de 10 cm ont survécu, car ils pouvaient se cacher sous terre, où ils étaient quelque peu isolés des températures glaciales mondiales. Être petits signifiait aussi qu'ils avaient besoin de moins de nourriture pour survivre. L'ornithorynque est un exemple de mammifère qui cohabitait avec les dinosaures, a survécu à l'extinction du KPG et est encore présent aujourd'hui. Les tortues s'en sont également bien sorties, bien que l'on ne comprenne pas vraiment pourquoi. Environ 80% des espèces de tortues connues ont survécu à l'extinction du KPG, tout comme les crocodiles. Bien que nous ne puissions pas être sûrs à 100% des raisons, certaines hypothèses suggèrent que, comme les oiseaux à bec, les crocodiles avaient des régimes alimentaires très diversifiés et pouvaient survivre sans nourriture pendant plus d'1 an grâce à leurs excellentes capacités de conservation d'énergie. Après la catastrophe, la repopulation semble s'être déroulée très rapidement. Si nos scientifiques extraterrestres survolèrent la Terre 30 000 ans plus tard, ils verraient déjà de nouveaux écosystèmes florissants surgir des cendres dans certaines parties de la planète. Peut-être que nos extraterrestres ont eu de la chance d'être à court d'hélium-3 et de ne pas avoir assisté à l'apocalypse en direct. En révisant leur version des événements, nos amis extraterrestres ne sont pas convaincus que c'est toute l'histoire. Ce sont de bons scientifiques et de meilleurs sceptiques. Ce n'est pas parce que les preuves dessinent un tableau qu'elles ne peuvent pas en dessiner un autre. En effet, c'est exactement le dilemme auquel nous, Homo sapiens, sommes confrontés aujourd'hui. Alors que de nombreux scientifiques humains adhèrent fermement à la théorie de l'astéroïde, d'autres pensent différemment. Revenons en arrière et réexaminons les preuves. Le premier indice qui a lancé toute cette affaire d'astéroïdes est ce fameux élément, l'iridium. Bien qu'il soit présent dans les astéroïdes, il se trouve également dans un autre endroit clé, le noyau de la Terre. Cela donne du poids à une autre théorie populaire. Des éruptions volcaniques extrêmement violentes pourraient être à l'origine de l'extinction massive. Dans ce scénario, le monde serait toujours couvert par un nuage de fumée, de suie et de débris. Des tectites tomberaient du ciel, et le soleil serait bloqué pendant des années, causant un hiver prolongé et un effondrement total des écosystèmes. Et notre iridium finirait tout de même dans les archives géologiques. Les effets seraient largement les mêmes. La seule différence serait la cause de l'origine. Alors, qui est à blâmer? Un astéroïde ou des volcans? Il existe des preuves montrant une activité volcanique massive à la fin du Crétacé, avant que l'astéroïde supposé ne frappe. Les chercheurs disent que la présence de basalte de crue correspond à 3 des 5 extinctions massives, y compris celle qui a tué les dinosaures. Les basaltes de crue se forment lorsque des zones immenses de terre sont rapidement inondées de lave. Ils laissent derrière eux des formations rocheuses, ignées en forme d'escalier, appelées trappes. L'extinction permienne a été déclenchée par des éruptions volcaniques qui ont formé les trappes de Sibérie. Certains scientifiques pensent que la même chose est arrivée aux dinosaures, laissant son empreinte dans les trappes du Deccan, dans l'actuelle Inde occidentale. Les données montrent que cette région était très active au moment de l'extinction des dinosaures. Une explosion violente aurait pu avoir des effets mondiaux de grande envergure, remplissant l'atmosphère de poussière, de gaz toxiques comme le soufre et le dioxyde de carbone, provoquant un anéantissement similaire à la théorie de l'astéroïde. En effet, les simulations sur superordinateurs ont montré qu'il existe une corrélation incroyablement forte entre les événements de basalte de crue et les extinctions massives, bien plus élevée que la simple coïncidence. Cependant, certains scientifiques ne pensent pas qu'il s'agisse d'une situation de l'un ou l'autre. Un nombre croissant de recherches
essaie de concilier une version à la fois des événements, suggérant que l'impact de l'astéroïde et les tremblements de terre qui ont suivi auraient pu potentialiser l'activité volcanique en cours, la poussant au-delà du seuil létal et dans le territoire des extinctions massives. Mais l'ampleur du rôle joué par chacun des événements fait encore débat. J'espère que cette exploration des théories possibles est suffisante pour satisfaire nos scientifiques extraterrestres. À ce stade, ils ont vu la Terre sous suffisamment de formes pour savoir que s'il y a une chose sur laquelle ils peuvent compter, c'est sa transience. La Terre ne sera pas une boule de feu et d'hiver éternel pour toujours. Ce n'est qu'une question de temps avant que la vie ne ressurgisse à nouveau. Qui sait ce qu'ils verront lors de leur prochain passage? Merci d'avoir regardé. Êtes-vous intéressé à en savoir plus sur l'histoire de la Terre dans de futurs épisodes? Quelle période de l'histoire de la Terre aimeriez-vous visiter si vous le pouviez? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Découvrir les raisons profondes des événements peut être difficile, même pour des professionnels. Cela s'applique à l'histoire de la Terre, mais aussi aux comportements et aux sentiments de notre propre vie qui peuvent parfois nous alourdir. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez peut-être mes autres vidéos dans cette playlist. Un grand merci à mes abonnés me soutiennent depuis le début. Meilleurs vœux et à la prochaine.